Chapitre 7. Paris. 2 heures plus tard, le réseau d'amitié de Sylvie avait fonctionné à plein régime. Les percussionnistes étaient prêts à l'accueillir. Eux aussi avaient trouvé qu'un blond aux yeux bleus caché à la goutte d'or allait faire sensation, et comme ils adoraient les gags, ils avaient tout de suite accepté d'en faire l'expérience. Ils n'avaient qu'à téléphoner en arrivant et les attendre devant une entrée précise du magasin Tati, où ils viendraient le chercher pour le présenter à la faune locale. Elle avait trouvé tout ce qu'il fallait à son ami pour ressembler moins à un chevalier qu'à un motard sportif, un rien crasseux. La moto semblait sortie tout droit d'un poulailler ou avoir fait une longue incursion dans les chemins creux de la région. Les papiers étaient rigoureusement en règle, vignettes, assurance comprise. Le permis de conduire un peu abîmé pouvait faire illusion. La photo de son légitime propriétaire avait été prise à l'âge de 17 ans et pouvait ressembler à n'importe quel jeune étudiant. Quoique bruyant, le pot d'échappement ne laissait échapper que le nombre de décibels autorisés. Jean-Jacques se rassurait tant bien que mal avant le départ vers l'inconnu, car pour la drogue, les stupes, les avis de recherche et les tueurs aux fesses, c'était sa toute première expérience. Et Dieu seul savait combien de temps cet enfer allait durer. Tant qu'il était resté avec Sylvie, dans ce village tranquille, il était arrivé à faire face à la situation, du moins l'avait-il cru. Maintenant qu'il fallait partir, il réalisa soudain que c'était Sylvie qui avait pris l'affaire en main et lui avait donné son courage. Il devait se ressaisir, le risque en valait la chandelle. Qu'il le prenne avec l'esprit sportif. Après tout, il avait réussi à survoler une voiture en furie avec sa trottinette. Alors, avec cette moto, ainsi équipé, regonflé à l'adrénaline, il prit congé de Sylvie en multipliant embrassades et remerciements. Pauvre valet se rendait les oreilles basses et la moto entre les jambes chez l'ami numéro 1, Marc Philo, freelance en informatique. Bête à concours, diplômé de tout ce qui pouvait s'enseigner sur le sujet, ayant appris une bonne partie du reste sur le tas pendant les longues heures passées à hypnotiser son PC, Marc était le médecin du software sur la place de Paris. Il était tellement rapide à découvrir les problèmes et à rétablir des systèmes entiers bloqués par l'enchevêtrement des communications, intra- et inter-sociétés, que nombre d'entreprises estimaient gagner du temps à l'attendre lorsqu'il n'était pas disponible, plutôt que d'employer des cadres de moindre compétence. Dans ces conditions, il dormait peu, sachant se contenter de quelques siestes volées face à ses écrans au cours de ses missions. Le sommeil serait pour plus tard, au soleil, dans sa famille, au bord de la piscine, dans le Midi. Issu de parents enseignants, parti de rien, il construisait son avenir, disait-il, et il adorait le construire de cette façon. Il trouvait tout sur les réseaux Internet, savait rapatrier et craquer n'importe quoi, à croire que les codes de protection ne servaient à rien. Cependant, il ne se servait de ses connaissances et de ses découvertes que pour soigner les programmes malades de surmenage de ses clients. Le corollaire de cette situation de bon samaritain, rémunéré à la juste mesure de ses services inestimables, était qu'il avait ses entrées dans nombre de réseaux, d'ordinateurs centraux, de sociétés et d'administrations. Il y entrait, comme il disait, par la porte de derrière, l'entrée de service. Son intégrité ne faisait aucun doute, personne n'aurait songé à la questionner. Ses amis racontaient de lui cette histoire, vraie bien évidemment. Un jour, Marc vit une grenouille près du caniveau qui lui dit « Si tu m'embrasses, je me transformerai en magnifique princesse et je resterai toujours avec toi. » Il se baissa, ramassa la grenouille, lui sourit et la mit dans sa poche. Du fond de celle-ci, la grenouille lui redit « Pourquoi ne m'embrasses-tu pas? N'aimes-tu pas les princesses ?» Et Marc de répondre « Vois-tu, je suis informaticien, je n'ai pas le temps d'avoir une femme à mes côtés. Par contre, une grenouille qui parle, ça c'est cool. » Quand Jean-Jacques arriva sans crier gare, craignant d'utiliser le téléphone, il avait une pizza en main et faisait mine de la livrer, casque sur la tête. Marc, au courant des détails incroyables de cette histoire rocambolesque à laquelle aucun véritable ami ne pouvait ajouter foi, et pourtant, le fit entrer prestement et referma la porte à clé derrière lui. « J'ai cru que tu étais mort, mais je me doutais bien que dans le cas contraire tu viendrais ici. J'ai préféré rester travailler chez moi au cas où. » C'était pensé et exprimé d'une manière concise, précise, efficace. Valet essuya une petite larme virtuelle au coin de son œil. L'ami numéro 1 était resté campé à ses côtés avant même de poser la moindre question. Moins de 3 minutes suffirent pour le mettre au courant de la situation, tant son esprit était vif et positif. Il adhéra totalement à l'hypothèse émise par Sylvie et se mit d'arrache-pied au travail pour trouver les informations requises. L'ANVAR avait en demande de veille industrielle 15 sociétés pour les énergies alternatives, dont 3 spécifiquement pour les inventions liées aux moteurs à eau ou à hydrogène. Trindex, le dernier inscrit. Fontana B2B, inscrit pour toutes sortes de spécialités. BMW, inscrit pour ce qui concernait les propulsions nouvelles dont l'hydrogène et l'eau. Trindex était apparemment une société indépendante. Son PDG n'avait que cette entreprise, hormis quelques holdings immobiliers qui ressemblaient beaucoup au support juridique de ses résidences et de l'immeuble de son siège. Les adresses furent notées au passage. Les clients devenaient plus intéressants lorsque l'on étudiait les principaux administrateurs.
François Bonneau surtout attirait l'attention, car cette position secondaire dans une société de taille moyenne ne lui ressemblait pas. Ses autres mandats étaient de beaucoup plus grosses pointures, notamment dans des sociétés de distribution, de communication et de e-business. Fontana B2B, dont le fondateur était Fabrice Fontana, polytechnicien, jouissait également d'une complète indépendance, avec un fort noyau dur d'actionnaires, principalement Fontana lui-même, et des actionnaires privés à hauteur de 41%. Le recoupement des administrateurs de ces diverses sociétés élimina au premier tour BMW pour absence de lien. François Bonneau se retrouvait également chez Fontana B2B comme administrateur. Pas d'immobilier reconnaissable permettant de découvrir des adresses personnelles. L'annuaire donna la réponse toute simple. Fabrice Fontana à Bois-le-Roi, François Bonneau dans le 16e. Pas de quoi pavoiser, mais tout de même quelques liens à approfondir. Si collusion il y avait entre ces sociétés, on pouvait supposer que la plus petite était aux ordres de la plus grosse. Marc attaqua donc d'abord Fontana B2B. L'étude directe de leur site disponible aux clients ne donnait que des informations générales. Il les connaissait, mais n'avait jamais travaillé directement pour eux. Cette société dédiée aux services aux entreprises disposait de ressources humaines de toute première qualité. Elle avait une liste de clientèle à faire pâlir de jalousie tous les ténors de la profession. La perfection de leurs interventions, leurs tarifs très compétitifs forçaient le respect et l'admiration. « Je connais l'une de leurs sociétés clientes », dit Marc à Jean-Jacques qui essayait de suivre par-dessus son épaule. « Comme Fontana a des liens en temps réel avec elle, je vais employer, en schématisant, ces liens pour pénétrer au cœur de leur système. Pour ne pas attirer l'attention des systèmes de contrôle anti-intrusion, il faut attendre un peu d'être requis d'intervenir pour service de maintenance. Patience. » Au bout d'une heure, il put percer une banque de données appartenant à Fontana, la téléchargea à tout hasard et se déconnecta sans laisser de traces, bien décidé à n'employer ces informations que pour la protection de son ami, si cela s'avérait nécessaire, et de les détruire dans le cas contraire. Il triturait à toute allure les données recueillies dans ce qui pouvait paraître un complet désordre, sans méthode apparente. Après s'être repu de ses colonnes de chiffres et de lettres dansantes, il daigna prendre la parole. Qu'est-ce que je peux te dire de cette boîte? Aucun de ses clients ne semble susceptible de s'intéresser à tes inventions. Pas de fabricant de voitures notamment. Mais surtout, pas de société qui soit spécialisée dans la recherche et développement, du style de Trindex. Par contre, ils ont beaucoup de clients dans le pétrole, dans le monde entier, tant parmi les sociétés en renom que parmi celles en perte de vitesse. Ce qui me surprend, c'est qu'ils ont une foule de renseignements sur leurs clients, plus qu'il n'en faut à mon avis pour les servir. J'ai vu quelques codes qui te feraient dresser les cheveux sur la tête si tu savais à quoi ils servent. Ils ont quelques brokers comme clients, la COB, des administrations de part et d'autre de l'Atlantique. Si ces gars ne sont pas hyper honnêtes et compte tenu de leur savoir-faire, ils disposent d'infos de première bourre. Cela compense peut-être leurs tarifs. Ça nous éloigne de mon sujet, intervint Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à faire avec une bande de malfrats qui ont des pois chiches à la place de la cervelle? Du chantage, bien sûr, fut la réponse ingénue de Marc. Retour à la case départ. Il y a un truc que je dois vérifier. Pendant que j'étais branché, j'ai repéré comme un intrus dans leur système. Mais pas vraiment intrus, autorisé si tu veux mieux. Une sorte de système maître qui peut se balader dans le réseau, mais en sens unique, sans en faire partie. Un peu ce que j'ai fait, mais en plus organisé. C'est une sensation plus qu'une certitude. C'est pour cela que j'ai vite coupé. Dans le listing, j'ai repéré un lien. Il faut que je voie, mais pas ici, c'est trop risqué. On va aller au cyberpub, c'est plus anonyme. Je n'ai rien compris. Pourtant, je croyais être un pro de l'informatique, mais toi, tu psychanalyses les ordinateurs. Va pour le cyberpub. Aurais-tu une casquette ou quelque chose pour me transformer? Tu veux mon bonnet de ski à pompons? C'est à ce genre de blague que l'on reconnaît les experts en informatique, se dit Jean-Jacques en se dirigeant vers le palier. Le cyberpub choisi par Marc était carrément dans un autre quartier, bondé, cosmopolite. Il fallait une concentration plus grande encore pour y travailler, l'ambiance étant plus au jeu et à la franche rigolade. Ils purent tout de même s'isoler et se mirent prudemment à l'ouvrage. Avec son air de tourner autour du pot, Marc se rapprochait du site qu'il voulait atteindre, non sans utiliser plusieurs relais pour éviter d'être accroché le cas échéant. Ce qu'il faisait souvent dans ces cas pareils, c'était d'utiliser un ordinateur dans une université, là où il y a le plus de curieux d'Internet, et de le faire travailler pour lui à distance. Cette fois-ci, il passait par Berne. Au cas où il serait repéré, il prévoyait de lancer sur ce PC intermédiaire un bug qui détruirait entièrement le disque dur, ne laissant aucune trace. Ce qu'il n'avait jamais dit à Jean-Jacques, c'était par quel miracle il pouvait réveiller un ordinateur d'étudiant à l'autre bout de l'Europe. Il ne restait jamais longtemps avec la même adresse Internet, décrochant le plus souvent possible. Ses doigts virevoltaient sur le clavier, les yeux étaient dans le vague, comme s'il suivait les connexions à travers les continents. Au bout d'un long moment, il dut convenir qu'il avait affaire à une drôle de bête. Ce site, qu'il avait pu définir grâce aux bribes d'informations recueillies sur le serveur de la société Fontana B2B, s'avérait extrêmement bien protégé. Après des heures de travail, il était à peine capable de lui envoyer un mail. Un véritable Cerbère, le firewall qu'ils avaient installé.
L'endroit avait une capacité de communication très importante, y compris radio et satellite, mais il était crypté comme pas un et ne supportait pas d'être chatouillé. Jean-Jacques donnait des signes d'ennui et de fatigue. Il préféra aller se caler dans la voiture bien garée, à l'ombre et en stationnement autorisé. Il n'allait pas bêtement se faire serrer par la police pour une histoire de PV et profiter de l'occasion pour dormir, ne sachant pas ce que le lendemain lui réserverait. Ne s'avouant pourtant pas vaincu, Marc entama un autre type de recherche dans des serveurs où il avait plus facilement ses entrées, les administrations. L'adresse Internet d'abord. Trouver le lieu physique de cette adresse virtuelle était dans ses cordes. Surprise! Il s'agissait de Saint-Tropez et non pas de l'Île-de-France comme il l'avait supposé sans réfléchir. Une virée virtuelle chez le fournisseur d'accès lui permit de connaître le numéro de téléphone correspondant. Retour chez France Télécom. Nouvelle surprise. Ce numéro faisait partie d'un abonnement de 15 lignes, du numéris, de l'ADSL, un petit peu de fibre optique, toute la panoplie des fournisseurs d'accès. Pas le genre d'installation que l'on trouve chez un osseur et cervelet typique de la presqu'île. L'adresse, la Bastide-Montgrain, Saint-Tropez, tout un programme. EDF, également client de Marc, livra involontairement le montant de la consommation annuelle de cette Bastide. Pharaonique. De plus en plus accroché, il en vint au détail. Fournisseurs, Alcatel entre autres, et une pléthore de spécialistes en électronique, dont Marc connaissait certains pour être les meilleurs du genre. Anticipant les demandes qui pourraient lui être faites par Jean-Jacques, il se concentra sur l'aspect matériel de cette maison. Par chance pour lui, Saint-Tropez était déjà informatisé au niveau du cadastre, compte tenu de l'importance de l'immobilier dans cette commune. Obtenir un plan de la propriété fut un jeu d'enfant. Les plans des transformations faites à cette bâtisse il y avait 3 ans trônaient maintenant en réduction sur le bout de comptoir occupé par Marc. À l'Institut géographique national, où il avait installé tout le système de numérisation, il se paya le luxe de chaparder une vue aérienne du quartier qu'il fit imprimer sur papier photo pour faire bonne mesure. Il se promit une fois de plus que dès que la situation serait redevenue normale pour son ami, il détruirait tous ses dossiers. Et que de sa vie il ne s'amuserait plus à ça, tant sa déontologie, mise à mal par de telles indiscrétions, lui taraudait l'estomac. Mais il avait maintenant la certitude que l'organisation de cette maison était du même niveau d'excellence que celle de Fontana B2B, très branchée, super équipée, à la pointe de tout ce qui était communication. Si lui, avec ses petits moyens, mais son esprit fouineur, arrivait à en savoir autant, il imaginait ce que cette société pouvait obtenir, équipée comme elle l'était. Armé de ce supplément d'informations, il tenta une dernière intrusion en piratant la ligne téléphonique. Le résultat ne se fit pas attendre. Comme un boomerang, la tentative lui revint à la figure. Il se fit retracer en moins de 45 secondes. Son lieu physique de travail ne tarderait pas à être identifié par le petit génie qui se tenait de l'autre côté à essayer de protéger son sanctuaire. Marc eut à peine le temps de balancer son bug pour détruire son PC intermédiaire. Il coupa promptement toutes ses connexions, ramassa ses dossiers, régla cash à la caisse et se dirigea vers la sortie d'un pas faussement nonchalant. « Taillou, je me suis fait repérer. Filons d'ici !» Réveillé en sursaut par l'annonce urgente de Marc, Jean-Jacques s'ébroua et énonça d'une voix engourdie. « C'est grave ? Non, rien ne me relie au cyberpub, mais il vaut mieux mettre de la distance entre lui et nous. » Tout en conduisant d'une main experte mais sans trop de hâte, il résuma ses trouvailles autant pour informer Jean-Jacques que pour se clarifier les idées. C'est une maison individuelle à Saint-Tropez, super équipée, 15 lignes, liaison radio et satellite, consommation électrique importante, serveur impossible à pénétrer, géré par un génie. J'ai les plans de la maison, une photo aérienne. Ce site agit en maître sur le serveur de Fontana B2B. C'est peut-être un 2e étage de la société. Donc, tu penses qu'il y a anguille sous roche là-bas ? Je n'en sais pas assez pour être certain, reconnut l'informaticien. Mais ce qui était sûr, c'est qu'en suivant les fils virtuels de ces bidouilles informatiques doublés de ses capacités d'analyse hors pair, il était passé de gros bras à Trindex, de Trindex à Fontana et de Fontana à la Bastide-Montgrain. Je ne peux pas faire plus, ajouta-t-il, l'air visiblement déçu de n'avoir pas pu violer de fond en comble le cerveau électronique supérieur de cet adversaire, de cet ennemi peut-être, plus fort que lui. Attends, tu déprimes ou quoi ? Tu m'as fait faire un pas de géant. Même si tu ne m'as apporté que des présomptions, je suis sûr que tu vas dans la bonne direction. Ce qu'il faudrait, c'est aller voir sur place pour flairer l'atmosphère. Mais je ne me vois pas jouer les Rambo avec ces mecs, surtout repérés comme je le suis. Précise ta pensée. Supposons que nous allions là-bas. Que faudrait-il observer ? Je ne sais pas, moi. Voir la tête des gens qui y habitent, qui ils fréquentent, comment ils parlent à leur épicier, savoir s'il tient des meetings et de quel niveau. Flairer. C'est bien gentil, mais je ne vois pas bien comment faire. Attends, il y a peut-être quelqu'un par là-bas, mais à condition que ce soit juste pour s'informer. Je ne veux pas le mêler à des règlements de compte. C'est un détective privé, pas un homme de main. Et moi, je suis le parrain ou quoi ?
Juste flairer. Bon, je vais appeler Saïd à Marseille, à tout hasard. S'il est disponible, il pourra faire l'affaire. Non, je ne te prends pas pour Al Capone, mais je voulais donner cette précision, parce qu'en réalité, il n'y aura pas beaucoup à le pousser pour qu'il se mette à cogner. Ce ne serait pas un service à lui rendre. Tu le connais bien, ce gars? Ça doit remonter à loin, puisque moi je ne l'ai jamais vu. Saïd est natif de Marseille. Son père kabyle d'origine est un ami de ma famille. Pour tout te dire, il était harki pendant la guerre d'Algérie. Mon oncle l'a aidé à s'échapper de là-bas pour éviter les purges de l'après-indépendance. Tu sais comment l'armée française les a démobilisés sur les ordres du général à l'approche du cessez-le-feu? Voici une prime de 600 francs. Rentrez chez vous. La guerre est finie. Vous pourrez vous engager dans l'armée algérienne après l'indépendance. Seuls les plus tenaces, les moins fiers et les plus buveurs de rouge aussi sont restés avec l'armée française et ont été ramenés en France. Les plus fous ont pris les 600 francs et sont rentrés chez eux. Ceux-là sont morts dans les 3 premiers mois de l'indépendance, torturés inutilement. Ils n'avaient rien à avouer, les malheureux. Lui, il avait tenté de jouer un rôle dans l'avenir de son pays. Jouer un rôle? Le rôle du martyr, tu veux dire? Non, mon oncle lui avait organisé une vraie fausse désertion avec son arme pour donner des gages au FLN pendant qu'il en était encore temps. En théorie, ça pouvait marcher, mais pour lui, ça a été un fiasco. Il n'est pas passé loin du sourire éternel, la gorge tranchée de part en part. Il avait fallu le récupérer et le faire embarquer dans le coffre d'une voiture. Je ne te dis pas le voyage en bateau. De l'eau, des dattes et le coffre d'une petite Fiat noire. Quand il te le raconte, c'est poignant. Mon oncle, lui, ne veut même plus en parler, dit Marc pour finir. Je me souviens en effet qu'un collègue originaire de là-bas m'avait demandé des tuyaux sur cette période trouble, pendant laquelle il a perdu ses parents. J'ai fouillé tout ce que j'ai pu comme serveur de statistiques. Aucun compte, aucun rapport n'a été fait sur les morts des 6 premiers mois après l'indépendance. Eux disent qu'il y en a eu 2 fois plus qu'en 8 ans de guerre. C'est bien possible. Avec Saïd, on a fréquenté les mêmes écoles primaires et secondaires, poursuivit Marc. Avec mon physique maigrichon et mes lunettes, si je ne l'avais pas eu à mes côtés, les autres m'auraient fait mener une vraie vie de galère. Lui, à partir de 15 ans, à cause du quartier de son enfance ou des origines modestes de ses parents, il s'est mis à développer plus de capacités d'autodéfense que de connaissances abstraites. On est parti dans 2 directions différentes. Judoka officiellement enregistré et karatéka sans licence, il a enseigné la première discipline au début. Après, il s'est orienté vers la profession de garde du corps, ce qui lui a permis de voyager à l'œil, surtout en Afrique, et de côtoyer des vedettes, des hommes politiques. Il s'est fait un nom dans la profession et s'est tourné vers l'enquête. En même temps, il a monté une entreprise de surveillance et de vigile. C'est moins risqué et plus lucratif. Je l'ai aidé dans ma spécialité en lui organisant et en lui installant toute la partie informatique et liaison Internet dont il avait besoin pour se développer dans sa profession. Et il t'en est éternellement reconnaissant, Saïd le Marseillais. C'est pour ça que tu as pensé à lui, n'est-ce pas? Sûr que Saïd était tout acquis à la cause de nos 2 infortunés compères, Marc sauta sur son téléphone. « Allô Saïd? Salut Marc. Tu sais ce qui est cool pour moi? Ne le dis pas, branche-toi. Écris-le, tout y est. Fais gaffe quand même. Site marc.com. Code grenouille qui parle. Référence Saïd. » Amicalement prévenu de l'extrême danger de la mission, il fut dûment instruit par l'intermédiaire du site des tenants et des aboutissants de l'affaire. Dans un premier temps, il s'agissait, puisque les contacts virtuels s'étaient avérés impossibles, d'avoir un contact visuel et auditif avec cette villa prestigieuse afin de confirmer ou d'infirmer leur présomption. La surveillance devait être exercée à distance respectable. Marc voulait entendre des conversations édifiantes ou compromettantes s'il en existait. Saïd devait considérer que le gibier était extrêmement méfiant et bien équipé. Paradoxalement, moins son matériel personnel serait sophistiqué, moins il aurait de risques de se faire repérer. Autrement dit, jumelles et microdirectionnelles, rien d'autre. Sur cette ultime mise au point, Jean-Jacques, qui décidément sentait le contre-coup physique du stress que lui provoquait sa situation de paria de la société, décida de revêtir sa combinaison camouflage et de rejoindre sa planque chez les percussionnistes au quartier de la Goutte d'Or près de Barbès. Il devait s'arrêter devant l'entrée est de chez Tati, le magasin de fringues en tout genre, et appeler d'une cabine les amis de Sylvie pour qu'ils viennent le chercher. Il valait mieux qu'il soit dûment présenté aux habitués de l'endroit avant de pouvoir se balader seul dans les rues et les squats de ce quartier chaud de Paris, surtout pour le petit blanc blond qu'il était. 5 minutes après avoir été contactés, les 2 Antillais goguenards étaient arrivés en vélo pour le chaperonner. Passant au ralenti dans les rues étroites du quartier, ils eurent tout loisir de rencontrer les frères qui pourraient les rencarder sur les éventuels mouvements de police, encore que cette dernière n'avait pas le tempérament kamikaze et trouvait rarement de vraies occasions d'y pénétrer. Jason, le maître de la rue, trônait sur une bouche à incendie. Il ne manqua pas d'invectiver Gigi au passage. « Eh patron, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux te faire manger par les momos, dis donc » ironisa-t-il. Il ajouta pour en remettre une couche. « Hey Joël, tu vas pas lui filer à bouffer au moins? Il paraît que si tu les nourris, après ils veulent plus partir ces animaux-là. » « Arrête Jason, il est recherché par les keufs. Tu sais où me prévenir si ça craint. »« Pas de problème mon frère, Jason voit tout. T'en fais pas Blanquette, t'es entre de bonnes mains. »« Merci Jason, je m'appelle Gigi. »« Ok Gigi, keep cool man. »
Arrivé sans encombre à l'immeuble de Joël, dont il était difficile de savoir s'il fallait payer pour habiter là ou si c'était juste un squat, ils rejoignirent Dominique, l'alter ego de Joël, occupé à tancer vigoureusement ces deux gosses qui n'en finissaient plus de se chamailler. « Mama, je te présente Gigi, un ami de Sylvie. Il est recherché par la police et par des malfrats. Il va rester quelque temps ici. Mets-lui une assiette. » La grosse doudou, qui semblait être la mère de toute la maisonnée, avait une bonne bouille sympathique. « Oh là là, Sylvie, et pourquoi elle n'est pas venue? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Comment va-t-elle? Et Geoffroy, il est sage? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment au lieu de venir voir Mama ?» Elle posait ainsi question sur question, sans réellement attendre de réponse. Mais le plus surprenant était sa voix, phénoménale. Ces quelques phrases tenaient plus du spiritual que de la conversation, tant par le rythme des paroles que par la profondeur de son timbre. Elle employait toute la puissance de son coffre pour s'exprimer, peut-être à cause de l'habituel bruit ambiant dispensé par les 4 étages bien remplis de l'immeuble, additionné au tintamarre de la rue. Elle diffusait la joie dans ce milieu qui devait en voir de toutes les couleurs, sans jeu de mots, tout en préparant le dîner de toute la maisonnée. Quelqu'un avait apporté un poulet, elle n'avait pas eu l'incorrection d'en demander la provenance. Chacun se débrouille comme il peut. Elle le préparait au coco avec une bonne marmite de riz pour contenter autant de bouches qu'il y en aurait. « Et qu'est-ce que tu as fait pour être recherché par la police et par des malfrats ?» Pour une fois, elle lui donna le temps de répondre. C'était justement la question qu'il aurait bien voulu éluder. « J'ai été piégé. Ils disent que je cachais de la drogue. Les malfaiteurs, eux, veulent me tuer pour une histoire d'invention. » « De la drogue? Sainte Marie, Mère de Dieu, tu vas pas nous en vendre dans les rues de la Goutte d'Or. C'est chasse gardée ici. Tu n'iras pas loin. Et puis chez nous, Gigi, on ne vend pas de la drogue. Non, 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 pas de ça. » Ne vous inquiétez pas, Mama, je ne suis pas un trafiquant. C'est une longue histoire, mais vous pouvez faire confiance à Sylvie. Elle ne m'aurait pas envoyé ici si j'avais été un dealer. Ah, ça, c'est bien vrai, ça. Et comment elle va, ma Sylvie? Tu vas te la marier? Pourquoi vous vivez pas ensemble, Gigi? Mais Mama, Sylvie est juste ma meilleure amie, pas ma femme. Elle est très libre et fière de l'être. Elle va très bien. Tout le monde l'aime beaucoup dans son village. Elle chante comme une déesse et elle danse comme Vadame. Comme une grande dame, ne put s'empêcher de s'embrouiller Jean-Jacques. Après toutes les émotions de la journée, le dîner en si gentille compagnie lui parut succulent. Il lorgnait vers les chambres, espérant pouvoir bientôt prendre le premier vrai repos depuis longtemps. Et c'est là que les choses commencèrent vraiment à bouger. La pièce, pas très grande, se remplit de voisins et de voisines. Ici, la télévision ne fonctionnait pas en général. Pas d'antenne commune. La veillée reprenait ses droits anciens. Joël et Dominique sortirent leur batterie de djembé et entamèrent d'abord lentement, à simple temps, puis de plus en plus rapide, à voix multiples, un rythme qui sonnait déjà comme une chanson sans l'aide d'aucun autre instrument. D'une vivacité endiablée, avec des silences qui crevaient l'espace, ils continuèrent jusque tard dans la nuit, jusqu'à ce que, un à un, les voisins repartent comme ils étaient venus. Les dernières à les quitter furent les danseuses qui avaient ajouté une touche de sensibilité et de sensualité à ce spectacle improvisé chaque soir renouvelé. La petite Nadia, de mère vietnamienne et de père GI afro-américain, belle et fine comme une figurine, avait retenu l'attention de toute la maisonnée. Jean-Jacques n'arrivait pas à la quitter des yeux, comme ensorcelé. Ivre de musique et de fatigue, peu coutumier de la vie en marge de la loi, son forfait le plus répréhensible était probablement de traverser en dehors des passages piétons. Il put enfin s'isoler dans une petite pièce au fond du couloir et s'effondra comme une masse, pour une nuit agitée. À ses trousses, des flics à gueule de malfrats et des bandits en ambulance tentaient de le rendre fou pour l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Seul le visage de Jason, le terrible roi de la rue, habillé en prêtre vaudou, le protégeait de tout et de tous par ses incantations rythmées au son du tam-tam et ramenait un peu de calme dans cette nuit dantesque.